Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire spécial pour le mois Bicorp. Je suis ravie d'avoir autour de la table avec moi Margot Roux qui nous appelle de Martinique, Isabelle Machola qui est en direct de Paris, et puis Cyril Lanfranchi qui nous appelle depuis Neuchâtel, et puis moi-même, Sophie Conchon, qui vous appelle depuis Lausanne. Donc, comme vous le voyez, c'est un webinaire international avec des membres de la communauté Bicorp. On est réunis aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions sur le questionnaire Bicorp que vous pouvez utiliser aussi bien pour aller chercher la certification, et nos intervenants reviendront un peu plus en détail sur eux, leur expérience. Mais vous pouvez aussi l'utiliser tout ça aussi pour mesurer votre impact. Et aujourd'hui, nous utilisons du coup la plateforme Livestorm. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme, vous verrez qu'on vous enverra quelques sondages qui sont en bas sur la droite. Donc, n'hésitez pas à y répondre quand ils se matérialisent. Vous verrez une petite pop-up. Vous pouvez nous poser justement toutes vos questions au fur et à mesure du webinaire avec l'onglet questions, et on se fera une joie d'y répondre soit en live, soit par écrit. Et puis, dans le chat, n'hésitez pas à nous indiquer d'où est-ce que vous vous connectez, et puis à nous saluer pour qu'on voit justement parmi vous qui est connecté pour ce live. Vous recevrez ensuite le replay si vous voulez justement revenir sur certains éléments qui ont été partagés. Et puis, sans plus attendre, je vous propose de découvrir avec moi qui sont nos invités autour de la table, en commençant du coup par toi, Isabelle. Donc, Cap sur Paris, tu es la CEO et cofondatrice d'Isaït. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui est Isaït, et puis nous dire aussi, remplir ce questionnaire Bicorp que vous avez fait l'année passée, si c'était un sport, ça serait quoi comme sport pour toi? Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, j'appelle de Paris. Izaït a été cofondé par Philippe Coujambet et moi-même en janvier 2017. Izaït, c'est une tech for good qui va allier la technologie pour faire de l'impact social avec un target bien précis sur les femmes pour les aider à être connectées au monde digital de demain. En fait, on fait de l'insertion professionnelle par l'emploi et la formation. Donc, Izaït, en fait, c'est une plateforme de data labeling pour des tâches dans l'intelligence artificielle. Donc, on va prendre des projets d'intelligence artificielle et on va aller annoter des images ou des vidéos pour des clients. Aujourd'hui, on a à peu près 300 clients, 1400 contributrices qu'on appelle hiteuses, qui sont sur 38 pays, 4 continents, beaucoup en Afrique, c'est là où l'histoire a commencé. Et qu'elle peut dire d'autres sur Izaït. On a un modèle particulier, on le reverra je pense après, où 5% de nos revenus sont mis dans un programme Izaït Help qui va venir en soutien de l'accès à Internet, de la formation avec la Izaït Digital Academy, parce que Izaït, c'est pas une fin en soi. On vient chez Izaït pour atteindre un projet professionnel, donc on va travailler 100 heures par mois, 3 ans, justement pour atteindre ce projet. Bicorp, tout ce qu'il fallait remplir, si je devais comparer à un sport, c'est un marathon, c'est long, il faut bien respirer, il faut souffler, faut garder du temps, c'est long et en fait, ce qui est peut-être le plus long, c'est on répond à une question, ça ouvre à d'autres questions et voilà. Donc faut pas perdre espoir et c'est vrai que ça aide quand on est accompagné. Donc quand tu nous as accompagnés, ça nous a vraiment aidé. Ça, je pense que peut-être on en reparlera, mais faut y aller, on continue. Donc faut bien respirer. Voilà. Pardon, les aléas du direct, ma connexion est tombée. Alors, j'espère que vous continuons le tour de table avec Cyril, si tu n'as pas eu l'occasion de te présenter pendant ma petite interruption. Oui, bonjour à toutes et à tous. Cyril Lanfranchi. Donc moi je m'occupe de la communication pour la Banque Bonaud, qui est une banque privée qui est ici à Neuchâtel, avec des succursales un petit peu partout en Suisse romande, on est seulement en Suisse. Nous, on a lancé cette certification en plein Covid. C'est ce que j'expliquais avant quand on a commencé en mars 2020. Moi, je me suis retrouvé avec un peu moins d'activité parce que du coup, tout était arrêté au niveau des événements, des médias, etc. Et puis, j'avais toujours un petit peu dans l'esprit de concrétiser des engagements qu'on avait déjà pris par le passé,
sur un programme qu'on avait appelé Green Challenge, qui était un programme d'économie de manière générale, de sensibilisation à l'interne pour les collaborateurs. On n'avait pas été certifié et c'était l'occasion de passer du temps et puis de viser cette certification. Donc, on a lancé ça en mars 2020. On a été certifié je crois, en novembre ou décembre l'année passée, donc c'est tout frais. Et puis, si je devais comparer à un sport, comme j'aime bien la haute montagne, je dirais peut-être le trail, parce que ça nous permet, effectivement, c'est assez long comme un marathon. Mais en plus du marathon, on n'est pas en ligne droite, ça monte, ça descend, il y a des hauts, il y a des bas. Et puis, il faut sans cesse se remotiver, se challenger. Il y a des bons côtés, il y a des côtés un peu plus ennuyeux. Et puis, au final, on est ravis de passer la ligne d'arrivée. Super, merci Cyril. Et pour finir ce tour de table, Margot, est-ce que tu peux te présenter et nous dire justement, toi, c'est quoi ton sport, à quoi tu compares remplir le BIA? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je vous parle depuis la Martinique. Donc Chacun son café a été créé en 2005 en opposition aux capsules de café. Voilà, l'idée, c'était de revaloriser un petit peu l'artisanat, les torréfacteurs, les brûleries locales, mais aussi un café en grains qui soit pas énergivore et pas polluant, parce que les capsules sont très polluantes. Donc au démarrage, ça a été un peu compliqué d'être audible parce qu'entre 2005 et 2015 environ, les gens ne juraient que par les capsules et les machines à capsules chez eux. Et donc, on a commencé quand même à équiper les entreprises, à être un petit peu chez les particuliers. Et puis, à partir de 2015 jusqu'à 2019, en fait, avec toute la crise de la pollution plastique, évidemment, la capsule est devenue un archétype, comme la paille en plastique, comme les sacs en plastique, comme les gobelets en plastique. Donc là, c'est devenu vraiment beaucoup plus audible pour nous. Et on a aussi voulu travailler non pas que sur les emballages, donc ce qui concerne notre consommation en Europe, mais aussi sur la filière café dans les plantations, parce que la majorité des fermiers vivent sous le seuil de pauvreté et pratiquent une agriculture intensive qui déforeste massivement. Donc l'idée aujourd'hui, c'est grâce à un modèle économique qui s'appelle One Cup, One Cent, qu'on pratique en B2B, donc dans les entreprises. À chaque fois qu'un salarié boit un de nos cafés, il y a 1 centime qui est reversé à un projet d'agroécologie au Cameroun, donc dans le bassin du Congo, qui est le premier poumon vert de la planète. Et l'idée, c'est qu'avec l'agroécologie, on puisse protéger la forêt, la biodiversité, reforester massivement. Donc aujourd'hui, on a une coopérative de 1000 fermiers. L'idée, c'est de passer à 42 000, qui est donc le nombre de fermiers qui est dans cette région-là. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher, en plus de nos clients B2B, les aides internationales pour financer tout ce projet-là. Voilà pour Chacun son café. Et donc, si je devais comparer Bicorp à un sport, moi, j'avais pensé à l'escalade parce que finalement, on se dit engagé. Nous, pour le coup, on était vraiment impact native. Mais désolée pour les cloques. C'est le matin ici. En fait, je comparerais ça à l'escalade parce qu'on pense que c'est assez facile en fait de prouver notre impact, mais finalement quand on attrape une pierre, on se rend compte que en fait non, on a à creuser encore, on en attrape une autre et voilà, c'est vraiment quelque chose dans la construction permanente et nos certitudes sont ébranlées à chaque fois, donc c'est assez rigolo. Ouais, oui, voilà. Merci Margot, et très bien ponctué par ton voisin le coq. Ce que je trouve hyper intéressant, et c'est pour ça qu'on vous a réunis tous les trois aujourd'hui, c'est que vous avez des parcours différents dans Bicorp, vous venez d'industries différentes, avec des maturités d'entreprise aussi différentes, puisque Cyril, la Banque Bonote, vous existez depuis 1 siècle. Si on prend à l'autre bout du spectre Isaït, vous avez un peu plus de 5 ans d'existence, vous avez des tailles aussi différentes, et vous êtes finalement représentatif, je dirais, de la diversité de la communauté des entreprises certifiées Bicorp, qui compte aujourd'hui plus de 4000 entreprises dans 150 pays et plus de 75 industries. Et en fait, dans la communauté Bicorp, on va trouver aussi bien des petites entreprises que des plus grands groupes. Et donc, c'est intéressant de voir justement vos parcours à vous et ce que vous a appris ce questionnaire Bicorp. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait aussi faire connaissance avec vous qui nous écoutez. Au-delà de savoir vos localisations géographiques, on aimerait bien savoir si vous travaillez plutôt pour une PME, une ETI ou une grande entreprise, parce que ce sont un peu les 3 grands types de profils d'entreprise qu'on trouve dans la communauté Bicorp. Et peut-être que parmi vous, mais j'en ai vu certains dans le chat, il y a des B-leaders connectés. Je voulais vous saluer, et une mention spéciale à ceux qui se sont levés très tôt pour être connectés aussi en Martinique comme Margot. Ça fait plaisir de voir des membres de la communauté aux 4 coins du monde connectés.
Et donc, ce webinaire aujourd'hui, on vous le propose dans le cadre du mois Bicorp, qui a pour thème en fait cette année Behind the Bee. Derrière, qu'est-ce qui se passe derrière ce B? Qu'est-ce qui se cache? C'est un événement qui a lieu chaque année et le thème spécifique retenu en 2022 est là pour en fait expliquer un peu plus ce qui se cache derrière ce B. Et donc, petite précision, parce que je sais que c'est souvent source de confusion, le B de Bicorp, c'est tout d'abord, en fait, ça renvoie à cette certification d'entreprise. Et donc, les 3 entreprises que vous avez là sont des Bicorp, c'est-à-dire des entreprises qui sont passées par le remplissage du questionnaire et la vérification par les analystes de Bilab. Donc, c'est mon deuxième B. Bilab, c'est l'organisation internationale qui est derrière ce mouvement et qui a aussi des antennes locales, notamment en France, Bilab France, et puis en Suisse, Bilab Switzerland, dont les équipes sont basées à Genève. Et puis enfin, et c'est le sujet de notre webinaire aujourd'hui, le B-Impact Assessment, BIA, prononcé en français. C'est l'outil d'évaluation d'impact qui est un outil gratuit que vous pouvez utiliser dès maintenant, même si vous n'êtes pas forcément dans une démarche de certification Bicorp. Et c'est tout l'objet en fait de ce webinaire, c'est de vous aider à mieux comprendre ce questionnaire, que vous soyez ou non dans une démarche de certification. Et puis si vous êtes dans une démarche de certification, j'ai envie de dire bienvenue bientôt dans la communauté. Vous rejoindrez des entreprises aussi chouettes qu'Isaïd, Bonote ou Chacun son café. Et donc, pour vous expliquer un peu plus ce qui se cache dans ce questionnaire, on a un peu structuré en fait notre échange et cette table ronde autour de 3 questions. Déjà, pourquoi, quelles sont les motivations pour remplir ce questionnaire, puisque ça prend du temps. Donc, pourquoi faire cet investissement? Dans deuxième question, on ira regarder plus en profondeur ce que mesure le BIA. Et puis enfin, voir qui mobiliser en interne, puisque quand on parle d'impact, finalement, on touche à tous les sujets de l'entreprise, que ce soit les collaborateurs, l'impact environnemental. Et donc, c'est fondamental de savoir qui mettre autour de la table pour justement réussir votre remplissage et aboutir le projet. Et donc, pourquoi remplir le BIA? Première question de cette table ronde. Avant ça, j'aimerais aussi que vous nous disiez, de votre côté, si vous avez déjà rempli un BIA. Donc, est-ce que vous l'avez fait pour votre entreprise? Vous le faites peut-être pour des clients ou non, et vous vous posez la question de comment créer un compte. Et dans ce cas, Marion, qui est backstage, vous partagera le lien pour le faire. Et puis peut-être que c'est un de vos collègues aussi qui s'en charge. Donc, je vous laisse pareil aller voir dans le chat, nous répondre au sondage qui est proposé. Et puis de mon côté, peut-être vous faire une petite introduction rapide sur les fonctionnalités en fait de cet outil qu'ont utilisé Isabelle, Cyril et Margot pour justement dans leur parcours vers la certification Bicorp. Se certifier n'est en fait qu'une des fonctionnalités que permet le BIA. C'est, on va dire, l'étape ultime. Mais avant ça, c'est un questionnaire qui est avant tout là pour vous aider à mesurer ce qui compte vraiment, à savoir l'impact en termes de gouvernance sociale et environnementale de votre entreprise. Il y a aussi toute une fonctionnalité pour comparer en fait votre score à d'autres entreprises directement dans l'outil. Et vous pouvez aussi vous comparer aux entreprises certifiées Bicorp, ces 4000 entreprises dont je vous parlais, puisque leur score est public et on reviendra dessus avec chacune des entreprises présentes. Et enfin, vous pouvez aussi vous améliorer. Pourquoi? Parce que vous avez à la fois ces points de comparaison avec d'autres entreprises et puis vous pouvez vous fixer des objectifs directement dans l'outil. Donc, c'est un outil très complet. Et moi, j'avais une première question pour vous. Notamment, je me tourne vers toi, Isabelle, puisque vous, en fait, depuis le début du projet Isaït en 2015, vous avez eu une démarche de mesure de l'impact social propre à Isaït avec le cabinet Kimso, qui est aussi une entreprise certifiée Bicorp que je salue. En fait, pourquoi vous vous êtes dit allons utiliser ce BIA vu que vous aviez déjà cette démarche de mesure d'impact? Ouais, c'est une bonne question. Donc, bon, en fait, il y a une petite coquille. La structure Isaït officiellement a été créée, lancée en janvier 2017, mais bon, c'est pas très grave. Et donc, en effet, depuis le début,
comme on a créé un business model avec ces 5% sur ce programme Isaït Help qui soutient l'éducation, l'accès à Internet dans les pays, on s'est dit, et on va aussi se faire accompagner pour vraiment mesurer à l'entrée et à la sortie ce qui se passe quand on passe par Isaït. Et donc, on utilise toujours le cabinet Kimso qui chaque année fait une étude quantitative et qualitative pour nous. Comme on est une plateforme, on a beaucoup de données sur la vie de la jeune femme pendant ces 3 ans, ce qu'elle fait, son projet, où est-ce qu'elle en est financièrement, les compétences qu'elle acquiert. Donc, Kimso nous aide à cruncher toutes ces données et à sortir des impacts sur les KPI qu'on s'est donnés comme objectif. Et puis, ils font aussi du quali, c'est-à-dire qu'ils vont aller interviewer des jeunes femmes, nos ambassadeurs, etc. On a vu que d'avoir un rapport qu'on peut partager avec ses clients il y a 5 ans, c'était bien. Aujourd'hui, ça devient vraiment un super plus parce que il y a quand même beaucoup de impact washing, tout le monde dit qu'il fait de l'impact, etc. Donc le fait. Sauf que nous, Isaït, on est à destination de faire de la scalabilité à l'international. Donc, comme je l'ai dit, on est non seulement chez notre force de travail, elles sont sur 38 pays, 4 continents, mais aussi nos clients. 20% de notre CA aujourd'hui est à l'international. Et de venir avec un rapport d'impact, même d'une société comme Kimso, qui est très connue en France et qui a sa réputation, et notre rapport, il est vraiment, c'est du lourd, c'est 60 pages, c'est très, très détaillé. À l'international, ça marche pas tellement. Et donc, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on a envie d'aller dans le chemin entreprise à mission, qui est quand même assez franco-français? Donc, en fait, on a choisi Bicorp, qui est américain, mais qui est vraiment reconnu. Et on le voit aujourd'hui, quand on a un client étranger, donc ce soit bien sûr américain, UK ou pas que, le fait d'être Bicorp, il comprend, on n'a pas besoin de lui réexpliquer toute la mécanique. Avant, on devait déjà expliquer, Kimso, on a fait ça, voilà comment, etc. C'est beaucoup plus fluide. Donc, je résumerai, disons que c'est à l'international, plus de visibilité, mieux connu, donc d'une certaine façon peut-être une approche un peu communication, marketing. Mais voilà, et on continuera, je pense, à rester aussi avec notre rapport d'impact parce que c'est aussi important. Bicorp donne une mesure, il donne une note, on voit où on doit s'améliorer, etc. Mais c'est bien aussi d'aller quand même dans les couches beaucoup plus basses et d'aller vraiment aller interroger ceux qui. Et donc, pour moi, c'est complémentaire, quoi. Voilà. Tout à fait, on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera plus précisément de ce que mesure le questionnaire, et votre rapport d'impact vient en soutien de certaines questions posées dans le BIA. Ouais. Je me tourne vers toi, Cyril, maintenant. Finalement, se lancer dans le remplissage de ce questionnaire et plus largement dans le projet de certification Bicorp, c'est quoi la valeur ajoutée pour une banque privée comme la vôtre ? Nous, c'était vraiment l'aspect certification qui nous intéressait parce que, comme je l'ai dit, on avait déjà fait certaines démarches, mais plus au niveau interne, sur la manière de réduire nos différentes empreintes. Et c'était aussi intéressant. Donc là, ça nous a permis de crédibiliser un petit peu ce qu'on avait fait, puis d'être vraiment crédible par rapport à ça. Et puis l'autre point, c'était aussi un peu de nous comparer avec des standards. Donc c'est pour ça qu'il y a un BIA qui est dédié vraiment aux banques et aux banques privées pour un petit peu voir ce que font les autres et puis s'adapter à ça, pas faire quelque chose dans notre coin en pensant qu'on fait mieux que les autres. Au contraire, c'est plutôt le fait de faire partie d'une communauté. Et puis là aussi, le fait de faire cette conférence aujourd'hui, le fait de faire partie de la communauté Bicorp, ça nous permet aussi de rencontrer des gens, de faire partie d'une communauté de personnes qui s'engagent. Et ça, c'était aussi un point super important pour nous. Merci Cyril. Et pour toi, Margot, chez Chacun son café, à l'époque, quand vous vous êtes lancé, si je ne me trompe pas, vous étiez 3 personnes pour remplir ce questionnaire. C'était quoi la motivation pour, j'imagine, dans un quotidien très chargé, dégager quand même du temps pour ce projet de plus long terme? Ouais. En fait, nous, on est petits, mais on a de grosses ambitions. Et en fait, c'est une entreprise qui est fondée sur l'engagement dès son démarrage. Et nous, aujourd'hui, on vise surtout les grands groupes pour le café en entreprise. Et notre façon de prouver notre impact, c'était vraiment d'être audité et d'avoir ce label Bicorp. Donc, pour nous, c'était vraiment stratégique parce que ça nous permet aujourd'hui, depuis qu'on a la certification, donc depuis un peu plus d'1 an, d'avoir une vraie légitimité parce que, comme le disait Isabelle, il y a beaucoup d'impact
washing, du greenwashing. Tout le monde aujourd'hui dit faire de l'impact. Tous les torréfacteurs le disent, enfin tous nos concurrents en tout cas le disent. Mais nous, être certifié B Corp, c'était une manière d'arriver devant des acheteurs en leur disant, bah voilà, nous, on le dit, mais on le fait. Et on aime bien dire qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a que des preuves d'engagement. Et aujourd'hui, on les a grâce à B Corp. Donc, c'est vrai que quand on arrive avec le label, on a le sentiment, en tout cas, qu'il y a vraiment eu un avant et un après dans la manière dont les gens nous écoutent et comprennent ce qu'on fait. Donc ça, déjà, c'était super important. Et comme l'a dit Cyril, c'est vrai qu'accéder à la communauté, c'était aussi une manière de connecter avec d'autres entreprises. Parfois, certaines ont également les mêmes difficultés que nous, parce que c'est vrai que nous, on fait du café, donc on source nos produits dans des pays très éloignés. Donc, c'est aussi un peu compliqué de surveiller l'impact et d'avoir une traçabilité réelle, de tout vérifier vraiment. Et donc, d'avoir des entreprises à qui parler qui ont les mêmes difficultés pour voir comment on peut s'améliorer, c'est vrai que c'était vraiment une super opportunité. Donc, voilà, en gros, c'était ça. L'union fait la force. En effet, le BIA est aussi le sésame au-delà de la certification vers une super communauté. Et donc avançons sur maintenant un peu plus en profondeur sur le questionnaire à proprement parler. Quels sont les types de questions que vous allez rencontrer et surtout qu'est-ce qu'ils mesurent précisément? En fait, dans le BIA, vous avez 5 grands domaines d'impact. On va d'abord interroger vos pratiques de gouvernance, que ce soit sur la mission de votre entreprise, ses pratiques d'éthique et de transparence, et la façon dont les décisions sont prises. Et on reviendra sur la question obligatoire qui est la mission protégée. Deuxième domaine d'impact mesuré, c'est l'impact sur les collaborateurs, donc en fait toutes vos pratiques RH. Troisième domaine d'impact, celui sur la collectivité, où on va venir interroger spécifiquement le sujet de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, à la fois pour vos collaborateurs, mais aussi dans vos pratiques avec vos fournisseurs. On va s'interroger aussi sur l'impact économique sur le territoire de votre entreprise. Quel est votre engagement civique et la pratique de dons que vous avez? Isabelle et Margot ont mentionné déjà auparavant leurs pratiques spécifiques, mais il y en a plein d'autres. On peut aussi penser au mécénat de compétences, par exemple. Comment vous gérez votre chaîne d'approvisionnement? Quelles sont vos relations en fait avec vos fournisseurs? Puis, vous avez un gros volet dans le 4e pilier de l'évaluation, c'est l'environnement. Et donc là, on va interroger tout un tas d'aspects en fait, sur l'impact environnemental et notamment les sujets climat. Et enfin, sur les clients, on viendra poser des questions sur votre relation à vos clients. Et ça, c'est en fait, le questionnaire est structuré en 2 parties, puisque vous avez à la fois des questions sur tous ces domaines-là et après des questions qui sont propres à au modèle d'affaires de votre entreprise, c'est-à-dire aux pratiques, structurelles que vous avez mis en place. Margot parlait du One Cup, One Cent, par exemple, pour chacun son café, ou venir interroger aussi des pratiques, sur votre offre de produits et de services plus spécifiquement. Là, je vous ai mis juste des types d'exemples de questions pour vous montrer qu'on a à la fois des questions qui portent sur vos pratiques en place, typiquement un dispositif de mécénat de compétences, mais qu'on vient mesurer l'impact de ce dispositif. Ce n'est pas tout de dire je donne un jour par an à mes collaborateurs pour qu'ils puissent faire du mécénat de compétences. Quel est le pourcentage de collaborateurs qui font effectivement ce mécénat de compétences? Donc, on vient mesurer en fait l'effectivité de la pratique. Tout un tas d'indicateurs aussi quantitatifs, notamment dans la partie environnement. Et puis, si vous utilisez d'autres certifications, d'autres normes, c'est aussi valorisé dans le questionnaire. Donc, je voulais me tourner vers vous. Vous 3, alors vous posant la question, dans ces 5 domaines d'impact, quel est celui qui vous a donné peut-être le plus de fil à retordre? Dans n'importe quel ordre? Bon, je peux Dans commencer. n'importe quel ordre. Vas-y, Isabelle. Quand je regarde les 5 piliers, nous, en ce qui nous concerne, environnement, on n'a pas touché, parce que on fait pas vraiment de l'impact environnemental. On est en espace de coworking. Je sais qu'il y avait énormément de questions sur comment on gère l'électricité, machin, et les fournisseurs. Et nous, on n'est pas du tout concernés. Donc, je veux dire qu'on ne gagnait pas de points, mais on passait assez vite. Sur la partie gouvernance, c'était pas un sujet parce qu'on avait déjà en place quelques
quelques points et justement Bicorp a permis de développer donc la charte éthique, la transparence qui font partie de nos valeurs, etc. Donc on a packagé un peu mieux ce qu'on avait déjà plus ou moins. Non, le gros sujet pour nous, c'était les collaborateurs, trices et collectivités. Là, heureusement que Sophie était là pour nous aider parce qu'en gros, la façon dont Bicorp prend c'est pas nous, on a bien sûr des collaborateurs, donc des employés, bon ça c'est simple, on a des stagiaires, on a des auto-entrepreneurs, bon voilà, et puis après on a cette communauté, alors à l'époque c'était pas 1400 de jeunes femmes dans les pays, et ces personnes-là, si elles travaillaient plus de 80 heures par mois, pouvaient être considérés, enfin étaient considérés comme des employés, et donc là en fait il faut vraiment tenir. Alors Sophie nous avait dit en nous donnant un fichier Excel où on devait remplir parce que au moment de la discussion avec l'analyste, elle revient dessus, elle fait les modifications et si vous n'êtes pas, même moi je l'ai fait avec Cléa, une de mes collaboratrices, et voilà, on se perdait les pédales. Donc pour nous, c'était vraiment la chose la plus compliquée, c'est quand est-ce que c'est la hiteuse, quand est-ce que c'est une employée, quand est-ce que c'est, etc. Et pour nous, c'était un vrai challenge. Mais je pense que c'est notre modèle qui est un peu spécifique aussi. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont un modèle un peu comme le nôtre, quoi. Mais c'était compliqué. Merci de relever ce point parce qu'effectivement, pour les entreprises qui font travailler beaucoup de sous-traitants aussi, à partir d'un certain niveau, on va considérer en fait que ce sont des personnes, des collaborateurs au sens de Bicorp parce que, effectivement, ce sont des personnes clés, dans l'entreprise et donc la frontière n'est pas la frontière que mettrait votre responsable RH, en tirant votre reporting RH et donc c'est tout le défi des entreprises un peu, je dirais, satellites avec, une communauté, très, très investie. Et alors, pour toi, Margot, quel était le domaine qui vous a donné le plus de fil à retordre? Pas les collaborateurs, mais alors attends, on ne t'entend plus. Est-ce que c'est bon là? Ouais, Oui, non, c'est bon. Vas-y. Ouais, je rejoins un peu Isabelle dans le sens où comme on est une petite équipe, qu'on est en full remote et qu'on travaille avec beaucoup de prestataires externes, c'est vrai que la partie environnement était compliquée parce qu'on n'était pas suffisamment armé pour avoir un bilan carbone et c'est vrai que toutes les questions sur l'électricité, etc., on n'était pas concernés, donc il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Et après, sur la partie collaborateur, pareil, en fait, moi, j'ai dû créer un livret d'accueil, j'ai dû créer des trames d'entretien individuel, enfin, tout ce qui est vraiment la partie RH. C'était indispensable pour valider certaines questions. Et finalement, nous, on ne les utilisait pas. Donc, évidemment, ça sert aujourd'hui parce qu'on est en train de grossir et qu'on embauche et qu'effectivement, il faut un suivi et des collaborateurs et tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça nous a paru un peu tiré par les cheveux. Mais je trouve que c'est un peu le problème de tous ces labels, finalement, c'est qu'on a un peu l'impression parfois qu'ils s'adressent à des grands groupes ou des entreprises très structurées avec des directions RSE qui ont l'habitude d'auditer, de mesurer, d'avoir vraiment des métriques. Ou des DRH qui ont l'habitude aussi d'avoir des choses très formalisées. Et en fait, quand on est une petite boîte, qu'on fait des choses, enfin, on s'engage, on fait plein de choses très concrètes, mais on n'a pas toute cette structure-là qui est des fonctions support, en fait. On ne les avait pas, clairement. Désolée pour les coques. Voilà, ça a été vraiment la difficulté pour nous de devoir un peu from scratch créer des documents parce qu'évidemment, les auditeurs ont besoin quand même de s'appuyer sur des choses. Et j'ai passé beaucoup de temps à créer des documents qui, au final, ne servent pas forcément beaucoup à grand-chose, mais qui étaient nécessaires pour valider la certification. La première certification et ton témoignage est intéressant parce que c'est ce que moi je vois aussi dans pas mal d'entreprises Impact Native sur une première certification. Ça force à poser en fait une structure qui n'est pas forcément là et à documenter, mais ça pose aussi les fondations pour quand la croissance est là, d'avoir déjà certaines pratiques en place et documentées et donc les bons réflexes qui sont déjà développés. Tout à fait. Et pour toi, Cyril, du coup, si je nous remets nos 5 domaines d'impact, c'est quoi celui qui vous a donné le plus de fil à retordre avec ton équipe? C'était entre les deux, entre la collectivité et puis les collaborateurs aussi. La collectivité, c'était le fait on fait pas mal de choses historiquement pour notre communauté, mais on ne les a jamais vraiment fait de manière précise et de manière chiffrée. Donc, il a fallu ressortir tout un nombre d'éléments qu'on faisait en termes de mécénat, de dons, ce genre de choses qu'on n'avait jamais fait. Et il y avait des questions, par exemple, par rapport aux fournisseurs, typiquement pour
mesurer le fait de travailler avec des fournisseurs locaux, où il a fallu aller très loin aussi dans les calculs, calculer avec quel fournisseur, à quelle distance il est situé du siège social, le chiffre d'affaires qu'on fait avec chaque fournisseur. Ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas pu gagner de points parce que on s'est confronté un petit peu à une levée de bouquet à l'interne qui nous a dit bon là il y a un peu beaucoup, on a beaucoup de choses à faire, donc on n'arrive pas à revenir en arrière sur tout ça. Et puis au niveau des collaborateurs, comme en Suisse en tout cas, on est quand même très lié à la protection des données. Il y avait aussi des questions qui étaient délicates, par exemple l'appartenance ethnique, ces questions qui visent en fait à mesurer la mixité au sein des équipes. C'est des questions qu'on peut pas vraiment poser à nos collaborateurs. Donc là aussi, malheureusement, on n'a pas pu gagner de points sur ces questions-là. Ouais. Et en effet, sur la partie fournisseur, c'est un sacré défi. Je vois, il y a une question sur, est-ce que Bicorp s'intéresse, aux impacts de la chaîne de valeur, en fait, à 2 niveaux. Déjà, le questionnaire demande la transparence sur, comment est structurée votre chaîne de valeur. Et puis, vous avez des questions, notamment sur, l'impact environnemental, de votre chaîne de valeur dans la partie environnement pour, toutes les entreprises qui, qui ont des produits ou qui distribuent. Donc à partir de justement dans certains tracks, vous avez des questions beaucoup plus poussées sur ces sujets-là. Et puis on parle aussi de l'impact social, donc des pratiques en fait de vos fournisseurs sur le respect des droits de l'homme et ce genre de choses. Je vous propose maintenant de faire un zoom en fait sur cette partie en bleu sur la slide affichée, à savoir ces modèles d'affaires à impact, puisque ça en fait c'est une partie quand vous remplissez le questionnaire qui n'est pas forcément visible et qu'en fait il faut aller quelque part détricoter et ouvrir par un certain nombre de questions. Et je trouverais intéressant que tu puisses, Isabelle, revenir sur vous, votre expérience avec Isaït. Comment faire rentrer en fait dans des cases le modèle unique que vous avez avec justement ce financement de la montée en compétences des hiteuses via Isaït Help. Donc, comment vous avez relevé ce défi de faire rentrer dans des cases quelque chose qui est assez unique? C'était assez challenging parce que il n'y a pas de case qui dit il y a une organisation, il y a un programme ou une entité séparée dans l'organisation dont les revenus sont générés par le CA, donc qui peut évoluer chaque trimestre, chaque année et qui va faire des causes, etc. Donc en fait nous la façon dont on l'a géré, c'est-à-dire que on a regardé ce que faisaient ces 5%, donc principalement il y a 3 axes sur le programme Isaït Help. Le truc le plus simple, bien sûr, c'était tout ce qui était autour de la formation. Donc, la Isaït Digital Academy. Donc, là, il y a énormément de questions sur quand on parle d'inclusion, tout ce qu'on apporte à côté aux collaborateurs et à l'écosystème. Donc, là, on pouvait quantifier un pourcentage. Donc, simplifié, on a fait un tiers de l'argent qui est mis sur la formation. Après, la partie deuxième qui était toujours plus simple mais un peu plus compliqué, c'est tout ce qui est ces aides qu'on donne, accès à Internet, soutien de boost pour encourager à travailler plus, donc à gagner plus d'argent, donc à être active, etc. Donc là, on a essayé de dispatcher un peu sur différentes questions. Dans la partie, et puis l'autre partie, c'était la partie ambassadeur, donc ces personnes qui sont sur le terrain avec nous, comment donc là, eux, on les a mis dans un côté de soutien aux collaborateurs, mais c'est vrai que on n'a pas pu mettre le programme directement dans une question. En fait, on l'a un peu dépouillé, on l'a coupé et on l'a injecté dans différentes parties. C'est comme ça un peu qu'on s'en est bien tiré, quoi. Et peut-être on reviendra sur les conseils quand on arrive à la phase d'analyse. J'en ai plein de conseils à donner, mais c'est justement nous, parce qu'on avait un modèle qui était quand même un peu spécial. Sophie nous avait recommandé, avant de parler à l'analyste, nous, on a eu, je crois que c'était Singapour, enfin c'était l'Asie, de lui faire une présentation d'Isaït. On l'a fait pendant 20 minutes. Et là, ça a vraiment ouvert les chakras parce qu'elle a compris. Et là, il y a plein de trucs qu'elle n'avait pas bien tout compris parce que les questions, vous poussez des documents, vous répondez, mais
c'est pas toujours, j'imagine ceux qui vérifient après, ben, c'est compliqué pour eux. Et là, on l'a remis à plat le modèle, on l'a tout expliqué en détail ce qu'on faisait. Et ça a vraiment, c'était 20 minutes, ça vaut le coup de le faire parce que là, la porte, elle est plus facile à rentrer dans l'analyse. Et ça permet justement, c'est un des leviers quand on a un modèle d'impact très unique et qui est un peu difficile à faire entrer dans des cases, outre se faire challenger, accompagner par un leader, c'est bien aussi d'avoir ce réflexe de dire comment je le présente de façon succincte à un analyste qui va arriver sur mon questionnaire pour avec votre effort de pédagogie, qu'ils comprennent vraiment l'unicité de votre entreprise. Donc ça, c'était le défi pour Isaït. Et quand on regarde, en fait, donc je vous ai mis le score sur la gauche d'Isaït et on voit notamment, en fait, que ces fameux modèles d'affaires à impact sont du coup des réservoirs de points beaucoup plus significatifs. Et c'est normal parce que ce que vient incentiver Bicorp, c'est in fine l'impact non seulement de vos pratiques du quotidien, mais surtout de votre offre de service et de la façon dont vous le faites. Je me tourne vers toi justement, Margot. Vous, dans votre cas, en fait, vous avez un double impact à la fois social et environnemental par le choix du café que vous sourcez. Est-ce que tu peux nous en dire plus en fait sur la façon dont vous avez valorisé votre approche singulière, puisque vous travaillez aujourd'hui avec des petits producteurs mais qui ne sont pas certifiés bio, donc vous n'avez pas en fait ces gages et ces critères, on pourrait dire, de validation de votre approche à impact. Ouais, ça a été une grande difficulté. Je rejoins un petit peu Isabelle. Il a fallu vraiment expliquer notre approche et nos choix parce que sur le café, on nous a demandé un pourcentage de nos cafés qui étaient certifiés. Et en fait, il faut savoir que dans le secteur du café, comme dans beaucoup de secteurs, les labels, c'est très bien, mais c'est pas assez bien parce qu'en fait, ça coûte très cher. Et aujourd'hui, ceux qui ont l'opportunité d'être labellisés, c'est souvent des grosses coopératives ou c'est les fermiers qui ont de l'argent. Et nous, en fait, on travaille avec des petits cultivateurs qui vivent dans des conditions rurales, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, vous pensez bien que les labels, souvent, ils n'en ont même pas connaissance. Donc, du coup, c'était un peu compliqué d'expliquer ça aux auditeurs parce qu'il a fallu trouver un moyen de prouver qu'on sourçait du café, du bon café, en fait, qui poussait dans des conditions du bio. Et donc, ça a été assez difficile. Mais finalement, grâce à nos importateurs, à notre torréfacteur, etc. On a pu le faire. Et en fait, du coup, notre café, c'est du café de spécialité. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais en gros, c'est un café qui a une traçabilité de parcelle. Donc, on sait exactement de quelle parcelle il vient, qui est le cultivateur. Et il est toujours noté au-dessus de 80 sur 100 selon un protocole international. Donc, voilà, on a dû expliquer ce que c'était le café de spécialité, prouver la traçabilité totale, montrer les notes par café, en fait, voilà, et montrer aussi qu'on payait plus cher le café que le prix en bourse aux cultivateurs. Donc, ça a demandé énormément de documentation qu'on n'avait pas forcément parce que même si, comme je disais tout à l'heure, en fait, on sait qu'on le fait, mais il faut le prouver. Donc, ça a été assez difficile. Et c'est vrai que quand on a un café bio, on a le certificat et c'est simple parce que c'est fait, parce que c'est payé, parce que c'est comme ça. Et voilà. Et donc, ça a été vraiment compliqué pour nous, mais ça a été assez chouette aussi parce que ça nous a obligés à mettre le nez vraiment dans notre business model, dans notre chaîne de valeur, dans la filière. Et voilà, et d'être encore plus attentif à être très, très pointilleux sur prouver vraiment ce qu'on fait, quoi. Voilà. Et donc concrètement, en fait, quand on regarde le score à chacun son café, on va retrouver les pratiques autour de l'agroécologie et du quasi bio, en fait, dans la partie environnement à travers le modèle sauvegarde du sol et de la faune. Dans la partie collectivité, on va retrouver en fait tout ce que vous faites pour payer un salaire décent justement à vos petits producteurs. Donc comment vous faites pour réduire la pauvreté qui est de fait un des gros sujets en fait dans le monde du café. Merci beaucoup pour ce témoignage et je finis une troisième étude de cas. On va dans une toute autre industrie. Cyril, de votre côté, pour justement un acteur financier, vous, la spécificité, c'est que vous avez un questionnaire adapté avec justement la Dinda Finance Durable qui va poser tout un tas de questions en fait que ne verront pas d'autres entreprises qui ne sont pas dans ce secteur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous avez pu valoriser votre offre à impact qu'on voit à l'écran et surtout plus largement, quel est le rôle et la valeur ajoutée des banques dans la transition?
C'est vrai que de manière générale, c'est vrai que les banques ont un rôle vraiment essentiel à jouer parce que c'est un petit peu le robinet qui va déverser l'argent dans la société. Donc, si tout le monde fait des efforts, mais que les banquiers continuent de financer des industries pas propres ou des projets qui ne le méritent pas, forcément on va jamais y arriver. Donc, les banques ont vraiment un rôle très important à jouer là. Je dois dire qu'on est un peu au début, en tout cas en Suisse, il y a tout qui est en train de se mettre sur pied, mais moi je suis assez confiant parce qu'honnêtement, il y a plein d'initiatives qui se prennent au plus haut niveau, notamment Swiss Banking, qui est l'association fêtière, qui maintenant vraiment ne fait plus seulement qu'inciter ses membres à faire partie de cette transition, mais les incite fortement. Il y a des échéances qui arrivent à 2025, à 2030. Donc, il y a vraiment une vraie prise de conscience. Je pense qu'on a dépassé le stade du greenwashing. Il y a encore plein de progrès à faire, y compris chez nous, parce que nous, effectivement, on a un fonds Bono Impact, comme tu l'as dit. On essaye de valoriser. C'est un fonds, en fait, qui est certifié par Conseil Invest, qui est spécialisé dans les mesures d'impact. Donc, on arrive à expliquer qu'avec un million investi dans ce fonds, on arrive à économiser des tonnes de CO2, à former des gens, à faire différentes choses. Mais ça reste encore petit par rapport à tout l'investissement qu'on fait. Et là, vraiment, il y a maintenant une ambition très claire, c'est d'essayer de faire en sorte de privilégier chaque fois les investissements durables, notamment à performance et à qualité égale, parce que souvent on pense il y aura moins de performance pour les investisseurs, alors que c'est pas le cas. Il y a même une tendance maintenant, il y a tellement d'argent qui se déverse dans le durable que c'est même plus rentable d'investir dans l'investissement durable. Et donc, il y a un vrai travail encore à continuer à ce niveau-là. Merci. Et je vois parmi les questions qui sont posées sur dans les chats, les impacts négatifs des entreprises. Ça me permet de revenir juste faire un petit zoom sur dans l'outil. En fait, vous avez 3 questionnaires en un, puisque vous avez l'impact positif qui est noté dans ces 5 domaines qu'on a détaillés, et on va s'intéresser à vos pratiques opérationnelles. Là, ce que Isabelle, Margot et Cyril viennent de partager, c'est l'impact spécifique du modèle d'affaires de votre entreprise, donc de votre offre de services ou de produits. Et puis, pour gérer en fait les impacts négatifs, il y a un questionnaire qui est non noté, qui s'appelle le questionnaire de divulgation, sur lequel on va revenir en fait, qui permet d'adresser un certain nombre de pratiques à impact négatif en fait, que ce soit dans une industrie donnée ou aussi sur des pratiques qui touchent toutes les entreprises. Mais avant ça, je voudrais juste qu'on traite de la question obligatoire dans Bicorp. En tout cas, c'est une question obligatoire si vous voulez aller jusqu'à la certification. C'est cette fameuse exigence légale, donc c'est la question qui s'appelle mission protégée, où en fait, finalement, on demande aux entreprises qui sont dans cette démarche de certification d'intégrer ces 2 modifications que vous voyez à l'écran et qui varient en fait d'un pays à l'autre, mais philosophiquement, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est d'avoir un impact sociétal et environnemental positif à travers les activités de l'entreprise. Et donc, c'est l'un des buts de la société sur lequel vous pouvez rajouter une raison d'être spécifique, je pense notamment pour les entreprises françaises. Et après, d'intégrer en fait ce but dans toutes les prises de décision et de mesurer les conséquences sur les parties prenantes. Je me tourne vers vous 3 et peut-être toi, Cyril, en premier, puisque Bonote existe depuis 1815. Comment s'est passée la discussion avec vos actionnaires pour modifier les statuts et intégrer ces 2 principes-là au cœur finalement de l'ADN de l'entreprise? Il n'y a pas vraiment une discussion en fait, c'était assez simple, c'était des statuts à changer, donc il y a juste un processus de repasser au registre du commerce, il fallait le faire passer au niveau du conseil d'administration, mais une fois que ça était franchi, il fallait juste le proposer à l'Assemblée générale des actionnaires qui ont pas du tout posé la moindre question, donc c'est pas forcément un gros obstacle à mon avis, ce point-là. Ok, super. Et de vos côtés, Isabelle ou Margot, est-ce que vous avez rencontré des blocages spécifiques? Nous, on est une petite structure, donc on n'a pas tant d'actionnaires que ça. On est quand même ceux qui ont investi chez Isaït. Une grosse partie ont investi pour l'impact d'Isaït. Donc, quand on leur a dit que pour être certifié Bicorp, il ne fallait pas passer par, comme toute boîte, on a fait voter au comité de surveillance et après, tout le monde était d'accord. Et lors de l'assemblée, lors d'une des assemblées générales, on a fait voter, mais c'était vraiment, pour nous, c'était un zéro deal, quoi. Ouais. Ok. Et Margot, vous de votre côté? Pareil, on n'a pas d'actionnaire, donc ça a été très, très facile. Ça a été juste une manip juridique. Voilà. Pour le fondateur. Ok.
Ouais, ça peut être un plus gros challenge selon justement votre structure capitalistique et si justement votre conseil d'administration n'est pas forcément aligné avec cette direction qui est prise. Donc, la beauté, moi je trouve en tout cas de cette mesure, c'est de forcer le débat au plus haut niveau de l'entreprise et de s'assurer qu'on n'est pas juste dans le cadre d'une Xème certification, mais bien dans une approche plus transformante. Je reviens du coup sur les impacts négatifs et ce fameux questionnaire de divulgation. Margot, en l'occurrence, parmi vous 3, vous avez répondu oui à une des questions, notamment sur, les pratiques RH, à savoir que vous avez eu par le passé, en fait, des licenciements massifs, et donc c'est vrai que sur une toute petite structure, quand on licencie 2 personnes, bah, ça fait tout de suite plus de 20 de la masse salariale. Comment ça a été accueilli en interne, le fait de devoir être transparent là-dessus? C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on trouve, sur votre profil public, et comment vous l'avez justifié, en fait, pendant l'audit? Pour nous, il n'y a pas du tout eu de sujet, étant donné que en fait, la boîte a été reprise en 2016 par donc Marc Guzis, qui est le président actuel. Quand il a repris la boîte, elle était en faillite, elle perdait de l'argent, quoi. Donc, pour lui, il y croyait vraiment à ce projet, donc pour la remettre à l'équilibre, il a dû effectivement licencier des salariés, mais il les a accompagnés, etc. Donc en fait, pour nous, ça a été juste les recontacter pour prouver en fait que tout ce processus de licenciement avait été accompagné. Marc a fait en sorte de leur retrouver du travail. Il a été il a été très attentif à ce que ça se passe très bien. Donc, quand il les a appelés pour avoir leur témoignage, ça a été très, très fluide. Et très honnêtement, pour nous, qui avons rejoint l'aventure a posteriori, ça fait partie de l'histoire de l'entreprise. Et pour nous, c'est l'histoire, quoi. Donc, si on veut faire acte de transparence auprès de nos clients, nos parties prenantes, il ne faut pas avoir honte des échecs du passé. Et les échecs font aussi partie de la vie d'une entreprise. Il y a des hauts, il y a des bas. Et si on communique sur les hauts, il faut savoir communiquer sur les bas. Et du coup, pour nous, ça n'a pas été un souci à partir du moment où les choses se sont bien passées. Et ça a été le cas. Donc, voilà. Et c'est toute la logique, en fait, derrière ce questionnaire de divulgation, c'est d'être transparent, effectivement, comme tu dis, sur les bas et sur, les impacts négatifs potentiels qu'il y a pu y avoir par le passé. Et ce qui compte finalement pour Bicorp, c'est la façon dont vous les avez gérés, et vous avez, traité, en fait, les difficultés quand elles se sont présentées sur le chemin. Venons maintenant, donc on est rentré plus dans le détail du questionnaire. Maintenant, pour le remplir, le grand défi, c'est de savoir qui mobiliser en interne. Moi, ce que j'observe, en tout cas dans les entreprises que j'accompagne, c'est il y a un peu 3 tactiques par rapport à cet objectif collectif qui est de aller vers un chemin de certification ou de mesurer son impact en utilisant ce questionnaire. Il y a ceux qui se lancent solo, Margot, je crois que c'est ton cas, ceux qui le font en duo, en visant plutôt la complémentarité, et puis ceux qui y vont en équipe parce qu'en fait, l'information est éclatée et l'idée aussi, c'est de mobiliser plus largement, de ne pas en faire juste la responsabilité d'un beat champion interne. Dans votre cas, à tous les 3, comment vous vous êtes organisés? Peut-être commençons par toi, Cyril, pour remplir le questionnaire en fait, avec tes équipes. Alors nous, c'était pas seulement le questionnaire, c'était vraiment un projet. On appelait ça Bono de développement durable. C'était un projet vraiment de développement durable au sein de la banque où il n'y avait pas seulement le certificat, c'était la cerise sur le gâteau, si on veut. Mais il y avait plein de choses à l'interne. Et du coup, on a constitué une équipe de 8-9 personnes et on s'est réparti les tâches. Et plus concrètement, au niveau du BIA, là, on a réparti en fonction des 6 catégories. Donc, il y a une équipe qui s'est occupée des collaborateurs, une équipe qui s'est occupée des clients. Et puis comme ça nous a permis de se répartir un peu les questions, parce qu'il y en a quand même pas mal, et puis d'aller assez rapidement au travers de ce formulaire. Merci. Et à l'autre bout, du coup, côté solo, Margot, toi, comment tu t'y es pris, même si c'est toi qui as rempli, comment tu as impliqué tes collègues? Au tout début, on a tout rempli avec Marc, donc le président qui avait effectivement l'historique, etc. Et puis après, sur apporter les preuves, ça a été de la collecte petit à petit, voire, comme je disais tout à l'heure, de la création ad hoc de documents. Et puis après, voilà, aller chercher un peu avec tous nos fournisseurs les documents dont on avait besoin pour prouver les choses finalement. Donc ça a été un travail de longue haleine et pour nous, ça a été aussi pendant le Covid, donc, puisque toutes les entreprises étant en télétravail, le café en entreprise s'est arrêté. Donc, c'est vrai qu'au niveau opérationnel, on avait moins de travail, ce qui nous a permis d'aller dans les sujets de fond et pour moi, de vraiment creuser sur tous ces sujets-là. Donc,
Ça a pris du temps, c'est clair, mais c'était intéressant. Et finalement, avec pas mal de parties prenantes, donc c'est jamais vraiment un travail solo. D'accord. Et de ton côté, Isabelle, vous avez fait le pari en duo Oui, en fait, alors nous, en fait, on a fait le pari en duo parce que pour l'histoire, c'est que j'avais commencé en solo Bicorp. Je crois que c'était 1 an avant. Bon, c'était long, voilà, c'est le marathon, comme je l'ai dit au début. Et puis, à un certain moment, on était en pleine levée de fonds, donc j'ai été absorbée, j'ai laissé le questionnaire. Et quand je me suis réveillée, parce que toutes les équipes disaient, mais non, on va être Bicorp et tout. Alors, oui, je sais, il faut que je me remette, etc. Et là, à ma grande surprise, quand je me suis reconnectée, le questionnaire était différent. Et là, ça m'a donné un coup sur la tête. Je me suis dit, non, c'est juste pas possible, je ne peux pas repartir, etc. Et donc, je me suis mis en duo avec une collaboratrice, Cléa, qui a vraiment, je pense que c'était bien qu'on soit en duo parce que, bon, c'est quand même elle qui a fait une grosse partie des choses, faut l'avouer. Bon, j'ai insufflé les grandes pistes, mais il y a quand même des documents, des réponses, des questions, c'est quand même assez long. Et je trouve qu'en duo, on s'épaule, quoi. Et bon, comme on l'a dit, nous, comme j'avais eu l'expérience du premier questionnaire et que là, je me disais, là, il faut en finir. Donc, nous, on s'est mis en mode warrior. On s'est dit, 1er février, on se remet sur le questionnaire et fin février, on a terminé. Donc là, c'est-à-dire qu'on a vraiment mis dans l'agenda des points, on s'est bloqué sur des temps et le fait qu'on soit à 2, je trouvais que c'était plus sympa, quoi. Et c'est vrai que dans notre programme d'accompagnement Isaït, vous êtes l'entreprise qui a établi le record absolu, puisque en moyenne, nous, ce qu'on observe, ça prend 2 à 3 mois en fait pour que les équipes se saisissent du sujet, avancent, définissent aussi un plan d'action. Donc 1 mois, 4 semaines chrono, c'était record absolu observé. Si parmi vous dans le chat, il y en a qui connaissent des personnes qui ont fait en moins de temps, je suis curieuse de savoir. Et tu mentionnais un autre élément aussi, c'est que le questionnaire a changé. Sachez en fait que le Bicorp est dans une logique d'amélioration continue aussi. Donc en fait, le questionnaire évolue à peu près tous les 3 ans. La mise à jour dont parlait Isabelle, c'est celle du passage de la V5 à la V6. La V5 a été lancée en fait en 2019 et mise en revue auprès des parties prenantes. Et on est actuellement dans une revue aussi du standard avec des nouveautés qui seront publiées à partir de l'année prochaine. Donc, c'est un questionnaire effectivement qui évolue dans le temps et qui ne reste pas figé et pour permettre aussi aux entreprises de continuer à se challenger. Et par rapport justement à ces 3 tactiques que vous avez eues, peut-être une question que j'ai vue passer et qui revient souvent, c'est combien de temps finalement ça vous a pris pour compléter le questionnaire, mais surtout derrière pour arriver jusqu'à la certification? Donc Isabelle, tu nous as donné toi, ta réponse est 1 mois et certifié en décembre, donc finalement un temps de 8 mois. Qu'en est-il de votre côté pour toi, Cyril? Nous, c'était quasiment 18 mois au total, mais il y a eu toute une partie après, justement, le fait de remplir le questionnaire, ça s'est fait peut-être en 3-4 mois. Et après, c'était plutôt les allers-retours ping-pong. On était challengés avec les équipes, justement, pas mal de Bicorp US. Et c'est ça qui a pris pas mal de temps. Et il y avait un peu de retard aussi, donc ça, c'était assez laborieux. Et je dirais environ 18 mois en tout, ouais. Et de ton côté, Margot? Grâce au Covid, petit effet d'accélérateur, je suppose, pour remplir le questionnaire? Ouais, mais en tout, 1 an et demi parce que c'est long. Effectivement, il faut se caler des grosses plages de travail. Et puis surtout, il y a beaucoup de collecte de données. Et nous, ça a été le cas auprès des fournisseurs, notamment sur le café, tout ce qu'on pouvait pratiquer dans les fermes, etc. Donc c'est surtout ça. Et après, les allers-retours avec l'auditeur aussi qui étaient assez sollicités. Enfin, je pense que beaucoup d'entreprises ont profité des confinements successifs et de la période de Covid pour aller creuser un peu les sujets de fond et se labelliser Bicorp. Et du coup, on nous avait dit qu'effectivement, les délais étaient assez longs parce que les auditeurs étaient sursollicités. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours de validation qui ont pris du temps parce qu'ils n'étaient pas forcément disponibles comme on l'aurait souhaité. Donc voilà, ça a été surtout ça qui a pris beaucoup de temps en fait. Oui, effectivement, à partir de 2020, il y a eu un véritable boom en fait dans les demandes côté Bicorp, ce qui explique aussi les délais allongés.
pour vous qui nous écoutez, quelle est, vous, de votre côté, la tactique que vous avez adoptée ou vous allez adopter et sachant que donc, pour les 3 premières options, c'est pour ceux qui se lancent dans le remplissage d'un BIA pour leur entreprise. Et puis, ce que j'appelle le guide de haute montagne, c'est les B-leaders. Donc, je me considère moi aussi dans ce lot-là. Pendant que vous répondez à ce sondage, moi, j'aimerais vous poser une dernière question avant de prendre les questions justement de nos auditeurs sur finalement une entreprise qui a envie de se lancer aujourd'hui dans le remplissage de ce questionnaire et pourquoi pas la certification Bicorp à terme. Quels conseils vous lui donneriez pour qu'elle se lance du bon pied? Moi, je peux commencer. Alors, je pense que les 3 conseils que moi je donnerais, j'ai déjà un peu dit, hein, c'est faut pas sous-estimer le temps. C'est du temps. C'est du temps pour répondre, c'est du temps pour comprendre la question, c'est du temps pour produire, c'est du temps pour adapter la réponse à la question pour que ça rentre dans la bonne case, c'est du temps. Donc, faut vraiment mettre son agenda et bloquer du temps. Faut être patient. Ça peut vraiment être super long. Nous, dans notre cas, c'est vrai, on a dit, bon, en février, on soumet le questionnaire. C'est rien passé. Bon, tu nous avais prévenu que c'était un peu normal. On était là, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne répondent pas et tout? Bon, bref. En avril, on a eu la première personne qui a commencé. Après, tu nous as encouragés, et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire le matin, comme c'était l'Asie, on arrivait le matin, on avait une question, paf, le soir, on répondait hyper rapide. Ça, je pense que je pense que ça permet la mécanique. Et après, on passe dans un tunnel où, c'était, je crois que après, on a eu l'analyse, je crois, en mai-juin. Et peut-être quelque chose comme ça. Et après, on l'a eu officiellement, Bicorp, 12 décembre. Donc là, c'est vrai, on est dans un tunnel, on ne sait pas trop ce qui se passe. Plus personne ne pose de questions, on attend. Donc, vraiment, patience. Et puis, je l'ai déjà dit, c'est quand vous avez un business model, bon, il y a les questions, bon, se faire accompagner pour bien comprendre les questions, etc., c'est important. Et après, quand on passe sur l'analyse, c'est lui qui va enlever les points, parce que peut-être qu'il n'a pas bien compris. Vraiment, prenez du temps à expliquer votre boîte, comment elle fonctionne, quelles sont ses particularités pour que lui, dans sa tête, il puisse vraiment bien connecter avec elle a répondu ça parce que c'est son modèle comme ça. Et tout à coup, c'est plus facile. Et potentiellement, si vous ne le faites pas, elle va enlever des points parce qu'elle va dire non, c'est pas exactement. Donc, vraiment, ça, c'est mes 3 conseils. Merci Isabelle. Cyril, peut-être ton conseil? Aussi, comme Isabelle, la patience, parce que c'est un travail laborieux, et puis peut-être quand même le fait de s'associer ou de profiter des conseils de professionnels. Nous, on l'a pas fait, et peut-être qu'on aurait gagné un peu de temps, ça nous aurait rassuré sur certains points. Donc, je pense qu'il y a, comme tu l'as dit, pas mal de personnes qui font ça, et c'est peut-être bénéfique d'investir un peu pour être accompagné par ces personnes-là. Et ces personnes-là, en l'occurrence, aujourd'hui, il y a 2 types de profils. Il y a des cabinets qui sont eux-mêmes certifiés Bicorp et que vous pouvez retrouver sur la plateforme Bicorp Way. Et puis après, moi, j'ai la chance de former chaque mois des B-leaders. Donc, les B-leaders sont des personnes qui ont suivi 2 jours de formation pour maîtriser en fait le questionnaire et avoir un peu plus de visibilité sur la façon dont se passe l'audit. Donc, et pour moi, l'une des clés, l'importance d'un B-leader, c'est aussi de vous servir de mur de rebond et de vous aider à clarifier peut-être certains éléments qui, pour vous paraissent naturels parce que c'est votre entreprise. Je pense notamment chez Isaït. On baigne dedans, donc on ne se rend pas compte de comment faire la bonne pédagogie et le pont, le traducteur, le lien vers ce que l'analyste demande. Margot, de ton côté, quel serait ton conseil pour une entreprise qui a envie de se lancer? Peut-être une petite entreprise avec peu de temps disponible, peu de personnes pour le faire. Pas se décourager, parce que c'est quand même compliqué. Parfois, il y a des questions, on est là, comment je vais faire pour répondre? Mais surtout, pas voir la certification comme une fin en soi, parce qu'obtenir le label, c'est génial, on est super fiers, on est content et c'est top. Mais c'est surtout un moyen de vraiment mettre le nez dans le business model, de mettre le nez dans tous les recoins de son entreprise et de pouvoir faire mieux à tous les niveaux. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment vu l'entreprise sous un autre angle après avoir fait tout le processus de certification. Et j'ai notamment identifié pas mal de choses sur lesquelles on pouvait encore faire des efforts et faire mieux. Ça permet d'avoir des idées, ça permet d'avoir des pistes. Et ça, pour le coup, c'est top. Et c'est super aussi qu'on ait à se recertifier tous les 3 ans
parce que du coup, on identifie vraiment les aspects sur lesquels il faut travailler et on a 3 ans pour les mettre en œuvre et d'être dans cette démarche de progrès continu, c'est super important et ça permet vraiment d'avancer et de faire mieux, quoi. Merci Margot. Et de mon côté, finalement, si je devais vous donner un conseil, c'est d'être très clair sur pourquoi vous vous lancez en fait dans cette aventure. D'ailleurs, vous l'avez un peu dit chacun à votre façon, la certification, si vous allez jusque-là, n'est pas une fin en soi. L'idée, c'est d'être dans un projet plus large en fait d'impact, de comment conduire ce changement. Et deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'embarquer les bonnes personnes dès le départ. Et pour vous aider en fait à faire ça, nous, chez Wiser Impact, on vous propose, dans le cadre en fait de notre programme Bicorp Booster, une consultation gratuite. C'est notre petit cadeau à l'occasion du Bicorp Month, pour vous aider à prendre très, très rapidement le bon chemin et avoir les bons réflexes dès le départ pour vous lancer dans ce chemin de mesure d'impact qui vous mènera peut-être vers la certification Bicorp ou d'autres labellisations.